voulais d'abord vous remercier, vous, Léo Koutelek et Arnaud Kakia, pour cette invitation. Malheureusement, je n'étais pas disponible ce matin, mais je suis à l'écoute depuis 14 heures et c'est passionnant et je suis content de la perspective de pouvoir discuter avec vous quelques éléments de recherche clinique de ces dernières années. Donc, je vais commencer par une contextualisation autour de l'échographie obstétricale et commencer par vous dire ce que vous savez, c'est que depuis l'aube de l'humanité, eh bien jusqu'à la première échographie obstétricale réalisée par l'Écossais Ian Donald en 1958, c'est à la fois très récent et déjà ancien, eh bien jusqu'à cette première échographie, l'embryon, 10 semaines d'aménorrhée, puis le fœtus échappait totalement au regard. Jusque-là, en Occident judéo-chrétien, le fœtus était resté blotti dans l'intimité de l'utérus maternel, à l'abri d'une invisibilité sacrée, où le chantier de l'infusion divine de l'âme interdisait toute profanation exploratoire. La condition fœtale même était consubstantielle de son invisibilité. Voir le fœtus était synonyme de mort, dans une version ultime d'un mauvais œil meurtrier, cette fois justement pas métaphorique du tout. C'est-à-dire que quand le fœtus autrefois, avant cette échographie, était exposé au regard, cela signifiait que le drame d'une séparation prématurée avec la matrice était survenu, une fausse couche, un avortement, un accident grave, une dissection, une autopsie. Alors, la mère enceinte dans tout ça, eh bien, à cette époque-là, comme la Madone del Parto peinte par Piero della Francesca, eh bien, elle était seule détentrice dans une position monopolistique de l'intimité de la proprioception de l'enfant à naître en son sein, chaste métaphore défensive pour dire effectivement ce que la psychanalyste Joyce McDougall a intitulé « un corps pour deux ». Et c'est vrai que aujourd'hui, vous le savez, à l'inverse, effectivement, le fœtus hypermoderne dans les pays industrialisés, il y a aussi toutes les zones de la planète où l'échographie n'est point disponible, mais dans la plupart des pays industrialisés, eh bien, le regard échographique a radicalement changé le statut du fœtus, qui est maintenant sous l'œil du cyclope échographique et son image virtuelle le transforme en véritable patient du diagnostic anténatal. Donc c'est un sujet en devenir, prenant place dès la 10e semaine de grossesse dans l'album de photos familiales numériques et sur les réseaux sociaux sur Internet. Donc ce passage de l'intime obscurité à la surexposition des feux de la rampe médicale réunit les ingrédients d'une authentique mutation ontologique. Et c'est vrai que dans nos travaux de recherche, on a risqué cette expression ambitieuse de mutation ontologique pour dire que les processus croisés du être humain et du devenir mère et du devenir père, eh bien, correspondait véritablement avec cette émergence du sujet fœtal à travers l'échographie, eh bien, ça correspondait à une modification de l'émergence de son être. Et c'est pour ça que je crois que la caractérisation ambitieuse de mutation ontologique est pertinente. Alors, dans cette courte contribution, je souhaiterais mettre en exergue quelques traits saillants du regard échographique sur le fœtus, qui, je l'espère, on en discutera, seront pertinents pour des spécialistes de l'imagerie médicale. Alors, ces propositions sont toujours, bien sûr, indissociables d'un collectif de chercheurs. Voici une photo de groupe. C'était un groupe vraiment transdisciplinaire avec des échographistes, des spécialistes de l'imagerie et des psys de tout poil, psychiatres, psychologues. Voilà. Et c'est vrai que la thèse, pour vendre la mèche tout de suite de l'hypothèse que je vais effectivement défendre tout au long de mon propos, c'est de dire que le regard échographique obstétrical qu'on a aujourd'hui, eh bien, il valse-hésite entre scientisme épris de transparence
iatrogène, et j'aimais bien entendre dire Lucie Hertz-Panier qu'elle est illusoire, d'emblée illusoire. Donc cette échographie, ce regard échographique aujourd'hui valse hésite entre ce scientisme épris de transparence iatrogène illusoire et médiation symboligène humaniste. On est là dans une figure contemporaine du pharmacone, où effectivement le même examen échographique peut être tour à tour dans différents contextes, où la partition de l'échographiste, du soignant est tout à fait prépondérante. Eh bien, on sera dans une médiation vertueuse où, je vais essayer de vous le suggérer, on peut être aussi dans une désorganisation iatrogène, où effectivement, ce sont véritablement les propositions médicales du suivi de grossesse qui risquent d'être source de désorganisation pour le processus de maternalité, paternalité et parentalité. Alors, dans un premier temps, pour camper le décor, j'aimerais revenir sur le statut liminaire du fœtus comme personne potentielle. C'est vrai que les nouvelles données apportées par l'échographie obstétricale se cristallisent vraiment bien dans la qualification d'un embryon fœtus dorénavant personne potentielle, selon la formule heureuse, me semble-t-il, du Comité consultatif national d'éthique qui s'est exprimé en ces termes et qui a qualifié le fœtus comme une personne potentielle dès 1984. La pertinence de ce qualificatif est double. D'abord, car il est compatible avec le fait que le fœtus n'a pas en France de statut juridique d'une personne humaine, ce qui permet l'ouverture légale essentielle vers l'IVG et l'IMG. Et ensuite, car il traduit bien la tension liminaire entre le virtuel humain prénatal et sa pleine actualisation à la naissance. On peut illustrer ce point juridiquement avec la possibilité en France de désigner légalement comme héritier par anticipation un fœtus, mais qui ne le sera véritablement qu'une fois né. Ce statut paradoxal situe le fœtus au comble de l'entre-deux. Il est à la fois animé par un formidable dynamisme processuel, mais dont l'issue favorable, la naissance d'un nouveau-né humain, eh bien, est l'objet d'un suspense hitchcockien évolutif redoutable, possibilité de mort spontanée, de pathologie létale, survenue de la proposition d'une IMG, et c'est en ce sens que on a pu parler de la précarité ontologique constitutive vraiment du fœtus en tant que patient de ce diagnostic anténatal. Dans ce contexte, le paradoxe peut alors être formulé de la manière suivante. D'une part, on assiste avec la médicalisation grandissante de la grossesse maternelle à une humanisation du fœtus dans le jargon psychanalytique, mais ça a un sens aussi plus largement à un niveau philosophique, à une objectalisation du fœtus qui devient sujet. Et de l'autre, simultanément, cet investissement s'accompagne d'une constante menace de profanation de l'intimité parentale et de déshumanisation, de désobjectalisation de l'enfant en être. Donc d'un côté, le fœtus devenu patient au regard du diagnostic anténatal est un membre exposé de la famille dès son premier cliché échographique, sujet d'une possible ritualisation de deuil s'il décède. Mais de l'autre, la violence du regard échographique et la possibilité de l'interruption médicale de grossesse, eh bien, rappelle son statut au pire de débris humain, c'est l'expression qui est utilisée dans les textes, et au mieux, donc on l'a dit, d'humain potentiel, mais au fond, de non-humain de plein droit. Et donc cette extrême tension paradoxale actuelle, je crois, amplifie et complexifie l'adoption symbolique du fœtus, donc qu'on pourrait qualifier de chemin de crête périlleux entre le rien, l'informe, la chose innommable, le monstrueux et le virtuellement humain, le fœtus comme potentiellement personne humaine. Et c'est en grande partie sur cette antinomie potentiellement tragique que se fonde la réalité psychique des devenants parents et le quotidien des pratiques périnatales interdisciplinaires.
Alors, j'aimerais maintenant vous dire quelques mots des recherches cliniques qui ont été conduites par le groupe de recherche Action sur l'échographie, dont je vous ai montré une photographie de groupe tout à l'heure. Nous avons essentiellement travaillé à partir de l'analyse de contenu de verbatim lors d'échographies dites tout venant, c'est-à-dire où aucune suspicion ou aucune anomalie ne sont perçues. Nous avons travaillé aussi, ça a été une des parts les plus passionnantes de cette longue recherche sur les verbatims de groupe Balint d'échographistes. Donc Balint, c'était un psychanalyste hongrois exilé suite à l'invasion nazie en Angleterre, et qui avait eu l'excellente idée de proposer des groupes de parole à des médecins généralistes pour envisager la complexité de la relation médecin-patient. Voilà. Et puis, nous avons aussi travaillé à partir d'études de cas, de situations complexes, qui occupe beaucoup de nous, psychiatres et psychologues en maternité, où effectivement les parents se retrouvent. On parlait tout à l'heure d'agénésie du corps calleux, qui est vraiment le paradigme absolu de la confrontation à l'incertitude pour les soignants et les parents. Et c'est vrai que nous accompagnons dans un certain nombre d'entretiens les parents qui se retrouvent effectivement avec cette révélation, par exemple, d'agénésie isolée ou pas, comme il était dit, du corps calleux. Alors, sans rentrer dans le détail, je dirais que l'ensemble de ces études ont convergé vers l'hypothèse suivante: l'échographie obstétricale s'impose dans sa pratique quotidienne comme un catalyseur projectif, tant pour les soignés que pour les professionnels. Et c'est vrai que je vous avais préparé une petite vidéo, mais manifestement elle n'est pas passée. C'est un extrait du film de Niels Tavernier, L'Odyssée de la vie, ou pour que vous compreniez mon intention avec cette vidéo que vous ne verrez pas là aujourd'hui, l'échographiste dirait « Oh, il a l'air intelligent, il se gratte la tête. Oh, il est très beau. Et d'ailleurs, les parents sont très beaux. » Enfin, l'échographiste sortait du bois avec un certain nombre de propositions assez impressionnantes, et on voit en temps réel, évidemment, en parlant d'affect, comme le faisait Léo Koutelek tout à l'heure, on voit l'incarnation de la transmission intersubjective des affects dans la chorégraphie de l'échographie, et c'est tout à fait impressionnant. L'autre chose que tous ces travaux nous ont permis de bien comprendre, c'est qu'effectivement… Je peux essayer si vous voulez, je peux essayer de la diffuser. Ou c'est trop tard. Oh, non, c'est trop tard. J'ai dit l'essentiel. C'est gentil. Merci. Merci de votre soutien technique. Mais c'est vrai que j'ai vraiment dit l'essentiel. Entendu. Alors, l'autre point pour synthétiser ces recherches, c'est qu'effectivement, comme je l'ai déjà formulé, on considère maintenant comme la partition échographique comme étant vraiment un brin de la tresse, un brin essentiel de la tresse du processus de parentalisation, tant pour la mère que pour le père et pour le couple. Et que c'est vrai que cette épreuve projective, nous avons souvent utilisé cette métaphore de l'échographie comme une épreuve projective en faisant référence à nos outils projectivistes Rorschach, TAT, pour ceux d'entre vous qui connaissent la musique des épreuves projectives. Eh bien, oui, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là avec la bande son et avec les images échographiques, et il y a une mise en exergue, une amplification, une mise à la puissance 2 de ce que dans notre psychopathologie de la prénatalité nous intitulons, selon la belle expression de Monique Bilowski, la transparence psychique. Pour faire simple et pour faire court, ce qui constitue le sujet dans sa structure la plus profonde, eh bien, va être source d'une réactualisation
ce qui va avoir potentiellement une vertu subjectivante tout à fait impressionnante quand on a affaire à des sujets névrotico-normaux qui vont pouvoir bénéficier de ces résurgences profondes, mais il va aussi y avoir un certain nombre de situations où les devenants parents sont déséquilibrés, sont véritablement mis dans une situation inconfortable par ces résurgences personnelles et générationnelles, et le passage de l'immersion échographique sera une source de vulnérabilité accrue. Voilà. Voilà très schématiquement effectivement ce que nous avons pu mettre en exergue, ce qui nous a amené, je vais le schématiser ici maintenant dans une formulation, à dire que très schématiquement, eh bien, l'immersion échographique constituera pour les devenants parents, pour les parents en chantier, en construction, en prénatal, eh bien, l'échographie correspondra à deux polarités. Donc, soit le pouvoir d'influence des images et de son échographiques induira une confirmation dynamique des processus de parentalité, c'est-à-dire qu'il y aura véritablement une convergence créative entre les attendus et l'expérience échographique. Et là, on va pouvoir parler véritablement de ce qui est très en vogue actuellement en santé mentale, c'est-à-dire de médiation au sens heureux du terme, c'est-à-dire que le support de l'image échographique, mais aussi du personnage humain qui anime le rituel échographique, eh bien, sera une source de médiation constructrice pour les devenants parents. Soit à l'inverse, et vous imaginez bien là que je schématise dans un noir et blanc et qu'il y a 1001 gris entre ce noir et ce blanc, soit sur l'autre rive à l'inverse, l'inquiétante étrangeté de ce pouvoir d'influence, de ces résurgences, de cette mise à la puissance 2 de la transparence psychique de ces sujets, l'immersion dans la réalité virtuelle de l'image échographique, eh bien, sera source d'une paralysée psychique, d'une passivation, l'opposition, je l'ai bien compris, pour Léo Coutelec, entre passivité et activité est importante et il a raison. Et c'est vrai que là, dans le scénario négatif, dans le scénario effectivement iatrogène de l'immersion parentale dans l'échographie, il y a une passivation qui représente une figure à l'opposé d'une inscription dans un processus subjectivant et maturatif. Alors là, le fœtus n'est pas le chargé d'éternité attendu, le fœtus n'est pas celui qui sera bientôt Sa Majesté le bébé. Là, le fœtus est une gorgone effrayante et pétrifiante. Et c'est vrai que bon, j'ai un certain nombre de situations cliniques qui montrent bien combien est-ce que, je vais le dire comme ça pour me faire entendre facilement, des décompensations maternelles ou paternelles d'un certain nombre de troubles psychopathologiques latents, eh bien, l'élément déclencheur représente l'immersion échographique, où effectivement, ce qui s'est passé dans effectivement la confrontation aux affects lors de l'échographie a été effectivement un embrayeur qui a permis effectivement l'ouverture vers un débordement psychopathologique qui peut être parfois assez redoutable. Alors, il m'arrive, pour synthétiser le propos, et on va en discuter, de ramasser mon propos à partir d'une métaphore, et je vais m'attarder quelques secondes sur le rappel de ce que c'est qu'un rite et un rituel en anthropologie, pour que vous perceviez bien, même si probablement cela est connu de la plupart d'entre vous, que vous perceviez bien l'intérêt de cette métaphorisation. Autrement dit, l'hypothèse que je vous soumettais au départ consisterait à dire aujourd'hui que le regard échographique au quotidien dans nos maternités, eh bien, valse-hésite entre effectivement
une conception tout à fait iatrogène du rituel ou une conception tout à fait médiatrice et subjectivante et heureuse. Alors, je rappelle qu'en anthropologie, donc, les rites peuvent être définis comme des créations culturelles particulièrement élaborées, exigeant l'articulation d'actes, de paroles et de représentations. Et les spécialistes des rites nous disent bien que le rite ne prend sa pleine expansion fonctionnelle que dans un déploiement cérémoniel collectif qui va lui donner un statut de rituel. Et on voit bien ce qu'il en est de la potentialité du rite et ce qu'il en est du rituel. C'est-à-dire que chaque rite n'a pas sa pleine efficacité symbolique, selon la formule célèbre de Lévi-Strauss, dans un rituel. C'est une potentialité qui se confirme ou pas. Et c'est très précisément ce que je suis en train de vous soumettre comme hypothèse concernant l'échographie et le regard échographique obstétrical et l'imagerie échographique, qui est potentiellement effectivement une source d'efficacité symbolique, subjectivante et civilisatrice, mais qui peut être aussi redoutablement iatrogène dans un certain nombre de situations. Donc oui, en effet, je crois que dans certains cas, l'échographie obstétricale, la violence du regard échographique se déploie du côté de cette violence non métabolisée. Et peut-être, on va en discuter, c'est dans ces cas-là que Léo Coutelec, et en tout cas ceux qui partagent l'argument de cette table ronde, peuvent parler de fétichisation et de désensibilisation. C'est-à-dire que pour moi, là, l'échographie, le regard échographique, il prend une connotation qui est proche du sens que l'on accorde aux troubles obsessionnels compulsifs dans le DSM et aux troubles obsessionnels dans la psychopathologie classique. C'est-à-dire que là, on est dans une tentative de maîtrise, mais qui échoue, et que probablement l'échographie n'arrive pas à ses fins, en tout cas si on se place du point de vue du processus de maternalité et de paternalité. Voilà. Donc c'est en effet cela que je voulais vous soumettre, cette idée qu'aujourd'hui le regard échographique valsésite oscille entre étayage culturel, médiation, quand elle est synonyme d'une narrativité co-construite, d'une co-subjectivation. Et là, vous entendez bien que l'intersubjectivité entre l'échographiste, médecin ou sage-femme et les parents est tout à fait essentielle. Et bien, ou non, sur l'autre versant opposé, l'immersion échographique peut être un obstacle iatrogène redoutable au processus de parentalisation et peut-être aussi effectivement une occasion supplémentaire, les occasions ne manquent pas dans la médecine contemporaine et en maternité en particulier, de passiver les sujets, ce qui tombe vraiment très mal puisque Monsieur Lapalisse pourrait remarquer que vraiment au moment où des jeunes gens, des jeunes femmes et des jeunes hommes deviennent mères et pères, surtout si c'est le premier enfant, s'il y a vraiment un moment dans la vie où il serait important que la rencontre avec les cliniciens, les professionnels, soit une source de réflexivité maturante, eh bien c'est bien là et que c'est vraiment pas le moment pour des apprentis parents, si vous me permettez l'expression, d'être mis dans une position passive, soit face à des autorités paternalistes, soit face à des gens qui sont vraiment assez insensibles à cette affectivation de l'immersion échographique. Alors pour finir sur une note constructive et optimiste, je voudrais mettre en avant 3 conditions sine qua non pour que l'échographie, dans une perspective de collaboration transdisciplinaire, eh bien, puisse aller vers une perspective humaniste et subjectivante. D'abord, je pense que, et c'est sans doute le point le plus problématique, le plus difficile à attendre, il faudrait que la violence de la traversée de la marge de la grossesse
et sa forte amplification, sa mise en exergue à l'échographie soient reconnues. Hein. C'est-à-dire, l'échographie est source de 1000 idéalisations. On est souvent dans des visions qui sont des banalisations de la difficulté de ce que représente le devenir mère et le devenir père. Et c'est vrai que reconnaître ce qu'il en est des risques d'affectation démesurée de l'échographie, c'est effectivement sortir de cette idéalisation qui accompagne souvent la grossesse et la naissance et le bébé. Voilà. Deuxième condition qui elle aussi n'est pas simple, mais nous nous y employons depuis des années dans les maternités et dans les enseignements psychologiques auprès des échographistes, envisager que les échographistes bénéficient eux-mêmes d'un lieu de réflexivité, de parole, où ils réfléchissent sur ce qu'ils font. Alors, il a été question à plusieurs reprises aujourd'hui des annonces des mauvaises nouvelles. Il est certain que c'est un cas de figure, mais je crois aussi, plus banalement, que n'importe quelle échographie mérite d'être exploré dans l'hypercomplexité de la rencontre. Et c'est vrai que je ne vois pas comment on pourrait demander à des professionnels sages-femmes ou médecins d'accueillir la complexité de ce que représente pour des jeunes primi-parents pour la première fois lors d'une échographie. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient reconnaître les enjeux de leur examen pour des parents si eux-mêmes, charité bien ordonnée commence par soi-même, ne bénéficient pas d'un lieu où ils réfléchissent sur leur activité et sur ce que signifie leur art et leur pratique quotidienne. C'est pour ça que je me suis personnellement beaucoup investi dans des groupes Balint d'échographistes, parce que je crois que c'est là véritablement qu'on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'insights, de prise de conscience et aussi de réformisme qui se mettent en œuvre. Enfin, troisième et dernier temps, c'est l'éloge de la préparation à la naissance et à la parentalité. J'ai la chance de faire ça depuis un certain nombre d'années avec des échographistes et des sages-femmes à la maternité de Versailles. C'est tout à fait intéressant d'imaginer une séance de préparation à la naissance et à la parentalité où il y a un échographiste qui est là et qui dit qu'il ne se prend pas pour Dieu, qu'il n'est pas concerné par le fantasme de tout prédire et de tout voir, et que son examen a ses vertus mais aussi ses limites. Et je peux vous dire que les discussions qui peuvent naître avec des devenants parents à cette occasion, c'est un acte vraiment tout à fait politique important pour effectivement sortir là aussi de la passivation et d'une position d'infantilisation dans laquelle la médecine encore parfois trop paternaliste et mandarinale peut enfermer les parents qui sont infantilisés. Voilà. Donc pour finir, je me suis souvenu de cette publicité qui date un peu de effectivement cette marque Philips qui avait fait couler pas mal d'encre à l'époque, puisque la publicité, elle fanfaronne, comme vous pouvez le lire, en 3D et en temps réel, les échographies sont plus vraies que nature. C'est un pas de géant en matière de diagnostic, car les médecins peuvent enfin obtenir des images qui reflètent la réalité. Et la réponse de l'échographiste Roger Bessis, qui est vraiment une personne qui a beaucoup réfléchi sur les sujets que nous avons aujourd'hui et qui mériterait d'être invité par vous pour réfléchir sur tous les sujets que vous avez évoqués, eh bien, il avait à l'époque dans Le Monde écrit que ce message laisse croire aux femmes enceintes que les échographies en 3D permettent de mieux détecter d'éventuelles malformations du fœtus que les traditionnels examens en noir et blanc. C'est un message éhonté, dit-il. Nous, les échographistes, sommes scandalisés par cette pub. Sur le plan scientifique, cette publicité est fausse et doit être dénoncée, car aucun médecin spécialiste ne peut dire que la 3D apporte quoi que ce soit en matière de diagnostic prénatal. Voilà, donc je m'en tiens là pour mon propos. Je vous ai dit sans doute rapidement un certain nombre d'éléments qui méritent maintenant discussion et j'attends ce moment avec impatience. Je vous remercie de votre attention.